Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celles-ci indiquent la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète, les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous,
Elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore. Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques. Voici Neptune. Notre prochain arrêt est Pluton. Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort.
Un jour, avec les technologies de pointe du futur, un voyage de Neptune à Pluton ne sera pas plus long qu'un trajet en métro. Il y a d'énormes montagnes de glace sur Pluton, des vallées qui s'étendent bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, des cratères de 257 km de large, presque aussi grands que les plus grands sur Terre, et aucune vie. Les raisons pour cela sont évidentes. L'immense distance qui sépare Pluton du Soleil se traduit par des températures glaciales sur cette planète naine. Cela te garantit aussi un voyage de quelques milliards de kilomètres. De plus, cette planète est plus petite que la Lune. Il y aurait donc très vite pas mal de monde si les gens commençaient à y emménager. Pourtant, il existe une raison qui nous fait penser que la vie là-bas ne serait pas si improbable. Le Soleil a une durée de vie connue et celle-ci se découpe en cycles. Autrefois, notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. À la suite d'un effondrement gravitationnel au centre de ce nuage, le gaz et la poussière ont commencé à se rassembler dans des endroits spécifiques et plus denses. Ceux-ci ont ensuite progressivement attiré de plus en plus de matière et le phénomène de conservation de la quantité de mouvement a fait que toute cette masse a commencé à tourner et à se réchauffer. En cause, l'immense pression. Plus tard, un disque semblable aux anneaux de Saturne est apparu, mais il était composé de substances très différentes. Et en son centre, il y avait la boule qui est finalement devenue le Soleil. Une proto-étoile est une jeune étoile qui accumule encore de la masse, et c'est exactement ce qu'était le Soleil avant que les températures et la pression en son sein n'embrasent son noyau. Des millions d'années plus tard, il est devenu ce Soleil que nous voyons tous les jours, mais il ne restera pas éternellement dans cet état. Il se réchauffera encore plus et finira par devenir plus gros et plus dense, se transformant en une géante rouge. Il pourrait un jour devenir assez gros pour engloutir Vénus et Mercure. Il y a de fortes chances pour qu'il avale même la Terre. Même s'il ne dévore pas notre planète, le Soleil pourrait se rapprocher suffisamment pour nous toucher. Si cela arrivait, la vie sur Terre ne serait plus possible. Mais alors, en quelques minutes seulement, le Soleil perdrait environ 40% de sa masse et rétrécirait d'environ 10 fois sa taille. Il ne serait plus aussi brillant ni aussi chaud qu'avant. À ce moment-là, la Terre aura déjà été désertée. Ses habitants partiront peut-être pour un voyage dans l'espace ou iront s'installer sur une autre planète où la vie est possible, comme sur l'exoplanète Kepler 62f, qui, soit dit en passant, est encore plus grande que la Terre. Et pendant ce temps, Pluton sera en train de changer. Avant, toutes les ressources étaient gelées à l'intérieur de la planète naine. De l'eau, des gaz comme le méthane, le monoxyde de carbone, et j'en passe. Mais alors que le Soleil atteindrait son pic de luminosité, Pluton se réchaufferait lentement et abandonnerait une grande partie de sa masse dans la vaste étendue de l'espace. En même temps, une atmosphère se formerait. Si l'atmosphère devenait suffisamment épaisse, elle créerait des conditions favorables à la vie. Alors, au lieu d'aller vivre dans des vaisseaux spatiaux, un petit pourcentage de notre population pourrait aller installer des colonies sur la planète naine. La température y est confortable, un temps pour se balader en t-shirt. Ça ressemble même un tout petit peu à la Terre. Des canyons remplis d'eau, de magnifiques champs à perte de vue avec des arbres, beaucoup d'espace pour courir et des gisements d'eau minérale dans le sol, suffisamment purs pour être bu. Les rotations de Pluton sont différentes de celles de la Terre. Une journée sur Terre dure 24 heures, et on a parfois l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais Pluton tourne sur elle-même en 153 heures, soit 6 jours et demi. Après plusieurs heures sans sommeil, nous sommes fatigués et nos yeux deviennent rouges. Cela signifie qu'il nous faudra faire plusieurs siestes tout au long d'une même journée sur Pluton. Une année sur Pluton équivaut à 248 années terrestres. À moins que nous ne trouvions une technologie qui nous permette de vivre aussi longtemps, notre durée de vie totale serait inférieure à une demi-année sur la planète naine. Du coup, les maisons sur Pluton devront peut-être être équipées de chambres cryogéniques. Chaque fois que tu auras envie de rêver longtemps, tu sauteras dedans et tu te réveilleras 50 jours plus tard sur Pluton. Sur la planète naine, il y aura aussi des mers et des plages. Alors ça ressemblera vraiment à une toute petite Terre, bien loin de la vraie Terre. La nourriture sur Pluton pourrait être plus savoureuse. Nous pourrions trouver un moyen d'améliorer la saveur des ingrédients et même d'essayer de les faire pousser plus vite pendant notre voyage. Tu plantes une carotte et 2 jours plus tard, elle est prête à intégrer ta salade. Il pourrait aussi y avoir de nouveaux ingrédients pour nos salades sur Pluton. Peut-être des champignons de 2 mètres de haut, du jamais vu. Les animaux que nous emmènerions avec nous seraient relâchés dans leur nouvel habitat et avec le temps, ils évolueraient et s'adapteraient à leur environnement. La loi de la jungle pourrait aussi changer un peu. Les lions ne seraient peut-être plus rois. Pourquoi pas les cerfs? Avec des bois 2 fois plus grands qu'avant et même avec des corps plus grands et plus forts aussi.
La plupart des animaux qui étaient déjà là vivaient sous l'eau, mais avec le temps, les amphibiens auront commencé à se déplacer vers la surface, tout comme sur Terre, au commencement de la vie. Mais Pluton ne pourrait être qu'un foyer temporaire. Une fois que le Soleil aurait atteint sa phase finale, Pluton redeviendrait gelé et la vie disparaîtrait. Les gens devraient alors essayer de trouver une planète dans la zone boucle d'or d'une autre galaxie. La zone boucle d'or signifie qu'une planète se trouve à la bonne distance d'une étoile semblable au Soleil, avec une température idéale pour que l'eau y reste liquide. C'est ce que les scientifiques recherchent lorsqu'ils sondent l'univers en quête de planètes susceptibles d'accueillir la vie. Nous pourrions essayer de fonder de nouvelles colonies sur une planète de ce type, ou même, pourquoi pas, créer notre propre demeure artificielle, quelque chose entre une planète et un vaisseau spatial, une combinaison des deux. Un engin énorme construit directement dans l'espace, disons une roue avec une gravité égale partout pour ne pas tomber. Elle flotterait dans l'espace vers une nouvelle exoplanète capable d'accueillir des pays entiers. Tout ce voyage simplement parce que le Soleil aurait d'abord trop grandi, puis, ayant atteint le point culminant de son cycle de vie, serait devenu une naine blanche. Ce serait un voyage assez long et des générations entières naîtraient pendant le trajet. Tu aurais le choix, dormir jusqu'à ce que les humains atteignent enfin leur nouvelle exoplanète ou profiter du voyage dans ce fantastique vaisseau spatial. Il y a tout ce dont tu as besoin à bord, des centres commerciaux plus grands que ceux de la Terre, des grandes villes futuristes et même des endroits pour cultiver la Terre. Des champs avec un sol riche fabriqués artificiellement. Et enfin, après un long voyage, l'exoplanète. C'est même un peu mieux que sur Terre. La planète est géante et possède encore plus de continents. Le centre des continents n'est pas aussi éloigné des océans, ce qui signifie qu'il n'y a pas autant de zones désertiques. Bien que le soleil de cette planète soit une naine orange, il n'est pas aussi chaud que notre soleil actuel, une naine jaune. Il est un peu plus petit, mais voilà le truc, les naines oranges vivent un peu plus longtemps. Elles restent stables pendant 14 à 45 milliards d'années. Malgré cela, cette nouvelle planète est pleine de forêts tropicales parce qu'il est fait plus chaud. Cela signifie plus de biodiversité et des créatures que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais si nous décidons que les conditions sur cette exoplanète ne nous conviennent pas, nous pourrions toujours tenter une terraformation. Par exemple, sur Mars, nous pourrions créer un effet de serre en écrasant des comètes riches en glace pour libérer l'ammoniac qu'elles contiennent, ce qui rendrait la planète plus chaude. Nous pourrions aussi commencer à planter des arbres, nous aurions probablement besoin d'un peu de terre de chez nous pour faire cela. Ou alors, il nous faudrait modifier le sol de Mars pour qu'il soit similaire au nôtre. Tôt ou tard, l'atmosphère finirait par se rapprocher de celle que nous avons sur Terre. Nous serions capables de respirer grâce aux arbres, ensuite nous pourrions faire fondre les calottes polaires de Mars, et voilà de l'eau. Le problème, ce sont les vents et les éruptions solaires qui pourraient vite, même très vite, la dépouiller de cette atmosphère si précieuse. Mars ne possède pas non plus de magnétosphère, ce qui signifie que nous n'y serions pas protégés des radiations. Donc à long terme, cette planète ne serait pas un bon choix. Peut-être que quelque part, dans l'immensité de l'espace, se trouve une planète parfaite qui nous attend. Ça y est, le télescope James Webb a été entièrement déployé. Si tu t'intéresses à l'astronomie ou à l'espace, tu peux te réjouir de cette avancée. Et voici pourquoi. Pour commencer, il est énorme. Le miroir primaire du JWST fait plus de 6 mètres de large. Le télescope spatial Hubble, le précédent plus grand œil de l'espace, a un miroir d'environ 2,27 mètres. À titre de comparaison, si tu plaçais les deux télescopes côte à côte, ce serait comme mettre un cheval à côté d'un éléphant. Un gros éléphant adulte. Il y a une raison parfaite pour laquelle le Webb, comme on l'appelle affectueusement, est massif. Ce n'est pas un télescope optique au sens traditionnel du terme, comme la plupart de ses semblables. Le JWST est un télescope infrarouge. Il perçoit la chaleur. La lumière infrarouge a une longueur d'onde plus longue que la lumière visible. Il a donc besoin d'un miroir plus grand pour focaliser cette lumière. Avec le télescope spatial James Webb, nous avons deux choses jamais vues auparavant. D'une part, une technologie inédite et d'autre part, des missions scientifiques incroyables. Les missions et la technologie sont toutes deux à la pointe du progrès. Le Webb est un exemple classique d'ingénierie au service de la science. Grâce à sa plus grande capacité de collecte lumineuse, le télescope spatial James Webb pourra capter des images de choses que nous n'avons jamais pu voir auparavant, mais que nous avons toujours voulu voir. Des choses comme les exoplanètes, les premières galaxies de l'univers, et des étoiles et des planètes se formant à l'intérieur de nébuleuses. Sans compter qu'il y aura aussi sans doute beaucoup de surprises. Le télescope spatial James Webb a plusieurs trucs technologiques dans sa manche, qui promettent de déboucher sur les plus grandes découvertes scientifiques.
Le web possède un coronographe, qui plus est, très spécial. Le coronographe est l'outil qui permettra de prendre les premières vraies photos d'exoplanètes. Le coronographe bloque la lumière vive et ponctuelle des étoiles dont nous savons déjà qu'elles ont des planètes en orbite autour d'elles. Sans le coronographe, la lumière de ces étoiles rendrait les choses trop brillantes pour voir les exoplanètes, qui sont des centaines de milliers de fois plus ternes que leur étoile. Mais avec le coronographe qui bloque la lumière des étoiles, les exoplanètes sont visibles. Et le coronographe du JWST peut bloquer la lumière d'une centaine d'étoiles en même temps. Nous pouvons nous attendre à un essaim d'exoplanètes. Cela nous amène au prochain gadget high-tech dont le JWST est équipé, un spectrographe sans fente. Habituellement, un spectrographe ordinaire a une fente pour permettre à un éclat de lumière d'entrer et d'être diffracté. La diffraction est la dispersion de la lumière pour révéler le spectre des longueurs d'onde qui la composent. Mais le travail du télescope spatial James Webb est si sensible qu'un éclat de lumière submergerait l'optique. Un spectrographe sans fente a donc été installé. La lumière des étoiles recueillie par le grand miroir est envoyée dans un câble en fibre optique pour n'envoyer qu'un seul point de lumière dans le spectroscope. Et c'est là que le grisme prend le relais. Sir Isaac Newton a utilisé un prisme pour découvrir le spectre de la lumière du Soleil, comme tu t'en souviens peut-être. Mais le Webb utilise un grisme. C'est un mot anglais fabriqué à partir de deux autres, Grated Prism, qui signifie prisme à grille. Cela signifie qu'il a de toutes petites rainures qui diffractent le point de lumière que le grand miroir envoie le long du câble en fibre optique et dans le spectrographe. La science qui consiste à lire un spectre de lumière s'appelle la spectroscopie. En analysant les spectres lumineux provenant des exoplanètes, le JWST déterminera quels gaz se trouvent dans l'atmosphère de celle-ci, ainsi que leur densité et même leur température. C'est une avancée incroyable dans nos connaissances. Nous serons capables de dire si une planète contient de l'oxygène ou de l'azote ou du méthane, voire d'autres gaz qui pourraient ou non indiquer que la planète est habitable. Une autre Terre peut-être. Actuellement, le JWST est stationné dans son emplacement permanent. Contrairement au télescope spatial Hubble qui tourne autour de la Terre, le télescope spatial James Webb tourne autour du Soleil. Il orbite autour du Soleil à l'un des points d'équilibre gravitationnel entre le système Terre-Soleil. Il reste simplement là, n'utilisant pas ou très peu de carburant pour maintenir sa position. Comme la Terre est en orbite autour du Soleil, le James Webb stationne à un endroit qui est aussi en orbite autour du Soleil. Il existe 5 points d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. On les appelle les points de Lagrange, du nom de leur découvreur, Joseph-Louis Lagrange, au XVIIIe siècle. Le Webb est stationné sur le point L2, le deuxième des 5 points de Lagrange, qui se trouve à 1,5 million de kilomètres dans l'espace, bien au-delà de la Lune. Tout cela pour observer un point de lumière infrarouge. Mais d'abord, les ingénieurs doivent trouver ou acquérir ce point de lumière. Pour obtenir un point de lumière infrarouge, les 18 miroirs hexagonaux ont dû être dépliés depuis leur position à l'intérieur de la fusée Ariane qui a envoyé le Webb dans l'espace. Une fois les miroirs dépliés, leurs positions doivent être ajustées avec une précision microscopique pour que les 18 miroirs produisent une seule image. Plusieurs moteurs minuscules sont fixés à chaque segment de miroir pour effectuer ces ajustements. Ces moteurs, qui doivent être activés individuellement, vont progressivement tirer les segments de miroir en forme de nid d'abeille pour les aligner. C'est une partie essentielle de la mission et il faut des mois pour la mener à bien. Pour aligner les miroirs, afin de produire un seul point lumineux, le télescope spatial James Webb ne doit pas être secoué. Il doit être maintenu absolument immobile. Et cela nécessite 2 autres technologies de pointe, le pare-soleil et le refroidisseur cryogénique. Dans l'espace, la lumière directe du Soleil est très chaude et l'ombre est très froide. C'est pourquoi le télescope spatial James Webb a apporté son propre pare-soleil de haute technologie qui est énorme puisqu'il est aussi grand qu'un court de tennis. Composé de 5 couches individuelles de film Kapton d'1 mm d'épaisseur seulement, chaque couche du pare-soleil a dû être déployée individuellement à distance à l'aide d'un système de 8 moteurs et 139 actionneurs comprenant des milliers de pièces. Le but du pare-soleil est d'aider le JWST à rester froid. Plus il est froid, mieux c'est. Quant au refroidisseur cryogénique, il sert à le rendre encore plus froid. La température peut être mesurée de 3 façons différentes. En degrés Fahrenheit, où l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212. En degrés Celsius, où l'eau gèle à 0 degrés et bout à 100 degrés.
Mais aucun de ces thermomètres n'a de point de départ. Au 19e siècle, Lord Kelvin a donc imaginé une troisième échelle de température, l'échelle Kelvin, qui commence au zéro absolu, la température la plus froide possible. Le refroidisseur cryogénique embarqué refroidira le JWST à seulement 7 degrés Kelvin, soit 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, pratiquement toute la chaleur des moteurs sera éliminée et le télescope pourra se focaliser sur la lumière d'un seul point sans qu'aucun bruit, autrement dit mouvement, n'interfère avec la qualité de l'image. Enfin, après que toute cette incroyable technologie ait été mise en fonctionnement à distance et comme prévu, nous sommes presque prêts à observer les images infrarouges du miroir géant multisegmenté dont dispose le télescope spatial James Webb. Presque prêt. Un télescope peut collecter toute la lumière qu'il veut, mais au final, il doit aussi être capable de détecter ce qu'il a collecté. Si la lumière n'est pas détectée, elle n'est pas vraiment observée. C'est là qu'interviennent les détecteurs infrarouges. Le Webb en possède 15. Ce matériau semi-conducteur spécialement fabriqué produit une légère charge électrique lorsqu'il est frappé par un photon de lumière infrarouge. Les détecteurs infrarouges du Webb peuvent produire une image haute définition d'1 million de pixels. Quelques-uns des détecteurs peuvent même produire une image de 4 millions de pixels. Ils doivent être suffisamment durables pour durer 10 à 20 ans, sans se déformer ou se corrompre, tout en travaillant à 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À eux seuls, les détecteurs infrarouges du JWST sont une merveille d'ingénierie. Mais de quoi vont-ils prendre des photos? On en vient aux missions du JWST. Elles sont aussi à la pointe du progrès. 70 des 280 premières observations cibles sont des exoplanètes. Y a-t-il une autre Terre? Quelles exoplanètes semblent habitables? Le télescope Webb fournira une analyse spectroscopique détaillée de l'atmosphère de milliers d'exoplanètes connues. Pour la première fois, nous verrons des images d'exoplanètes telles qu'elles apparaissent dans la lumière infrarouge. La cosmologie, l'étude de l'univers, est peut-être la mission principale du Webb. Les galaxies qui s'éloignent si vite que leur lumière est étirée dans l'infrarouge seront une cible de choix pour l'étude. Des centaines d'heures d'observation sont nécessaires pour recueillir la faible lumière infrarouge de ces premières galaxies formées après le Big Bang. Le JWST nous donnera une image de ce à quoi ressemblait l'univers naissant. Les astronomes apprendront de nouvelles informations sur l'énergie noire, qui est à l'origine de l'expansion de l'univers, et sur le rôle que jouent peut-être les trous noirs dans la formation des galaxies. La formation d'étoiles dans la Voie lactée et les galaxies proches fait aussi partie des missions du Webb. En donnant une image à des centaines de systèmes solaires se formant autour d'étoiles naissantes, les astronomes établiront une histoire précise du développement des systèmes solaires. Désormais, les faits remplaceront la théorie et un grand pas en avant sera fait dans notre compréhension de l'espace. Le télescope spatial James Webb est un projet audacieux qui marquera un jalon important dans l'histoire de la science. Des plaines gelées, des montagnes dont les sommets blancs scintillent au soleil lointain et de la neige rouge. Bienvenue sur Pluton, où plus rien n'a de sens. En la regardant de loin, cette planète boule de glace présente surtout des nuances de blanc et de bleu clair caractéristiques de l'hiver. Une fois que tu auras atterri à la surface, tu remarqueras aussi un beau ciel bleu familier. Mais tu vois cette tache rouge en forme de baleine qui longe l'équateur? Juste là, à gauche de la région blanche en forme de cœur. Waouh, sacré truc! Cette tache est plus grande que l'Alaska, et c'est un mystère pour les scientifiques. Ce n'est pas de la terre rouge argileuse ou quoi que ce soit que tu puisses voir sur Terre. C'est la version plutonienne de la glace. Les scientifiques pensent qu'elle est rouge parce que l'atmosphère laisse tomber sur la surface un étrange produit chimique qui ressemble à de la suie, appelé tholin. C'est la même substance qui explique la casquette rouge sur la lune de Pluton, Charon. Maintenant, regarde de plus près. Oh, regarde, nous avons une chaîne de montagnes. Oui, la glace rouge de Pluton est comme de la roche, et elle est suffisamment dure pour former des montagnes entières. Ces pics blancs qui se détachent sur le rouge sombre ne sont pas des calottes de neige comme nous en avons sur Terre. Non, c'est du méthane gelé. Pour une si petite planète, les montagnes de Pluton sont énormes, plus grandes que l'Everest et faites entièrement de glace. Un paysage aussi bizarre n'existe nulle part ailleurs dans notre système solaire. Oui, Pluton est un endroit froid et rude. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 240 degrés Celsius. La température la plus froide jamais enregistrée sur Terre se situait en Antarctique, à peine moins 93 degrés Celsius. Maintenant, retournons au cœur de Pluton. C'est en fait une vaste plaine couverte de glace de nitrogène.
Les scientifiques ont découvert que le cœur de Pluton fait souffler les vents de la planète. Les cratères sont aussi très grands et certains d'entre eux montrent des signes de remplissage et d'érosion. C'est quelque chose qui se produit ici même sur Terre. Lorsque la Terre est usée et façonnée par des forces naturelles comme le vent, l'eau et la glace, c'est l'érosion. Qu'est-ce qui rend tout cela si spécial sur Pluton? Cela pourrait être la preuve qu'il existe ici une activité de plaques tectoniques. Tu sais, ces grandes plaques de terre qui surfent sur la roche liquide, formant des chaînes de montagnes, séparant les continents et les remettant ensemble. C'est quelque chose que les scientifiques n'ont jusqu'à présent observé que sur la Terre, mais jamais sur une autre planète du système solaire. Si cela se trouve, Pluton ressemble beaucoup plus à notre propre planète qu'on ne croit. Car en plus, il y a de l'eau sur Pluton, un tiers de sa surface pour être précis. Mais bien sûr, ce n'est pas comme l'eau de la Terre. C'est plus comme un liquide rocheux. Miam! Toujours aucun signe de vie là-bas, du moins pas pour l'instant. Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir le peu d'informations que nous avons sur Pluton. Elle a été découverte pour la première fois il y a presque 100 ans et était considérée comme la 9e planète en partant du Soleil. C'est en 2006 que sa carte de membre officiel du Club des planètes a été révoquée. Pauvre Pluton! Elle a été surnommée la plus grosse planète naine de la ceinture de Kuiper, une région située à l'extérieur de notre système solaire, remplie d'autres planètes naines et de corps glacés qui tournent autour du Soleil. Quelques mois auparavant, ils avaient lancé la mission New Horizons. Il s'agit de la première sonde spatiale que les chercheurs ont envoyée vers Pluton en 2006. Filant à plus de 56 000 km/h, soit 45 fois la vitesse du son, il a tout de même fallu à la sonde près d'une décennie pour atteindre sa destination. C'est pour dire à quel point la petite planète est éloignée. En fait, Pluton se trouve à près de 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Si tu étais là en train de regarder le ciel, tu verrais le Soleil comme un minuscule point, comme n'importe quelle autre étoile dans le ciel. Lorsque New Horizons a finalement atteint Pluton en 2015, il s'est suffisamment rapproché pour prendre d'incroyables photos de la surface. Elle a également recueilli des données et des observations importantes comme ces étranges taches rouges et cette région en forme de cœur. Mais Pluton nous semble encore plus étrange, surtout son orbite. La plupart des autres planètes tournent autour du Soleil en formant des cercles presque parfaits, le Soleil étant proche du centre. Or, le Soleil est loin d'être au centre de l'orbite de Pluton, et l'orbite est tellement étirée que Pluton croise plusieurs fois la route de Neptune et se rapproche plus du Soleil que la géante gazeuse bleue. Donc, voici l'effet exceptionnel de cette étrange orbite. Pluton a parfois une atmosphère, et parfois non. Lorsqu'elle est proche du Soleil, une fine atmosphère d'azote se forme. Mais lorsque la planète commence à s'éloigner de notre étoile, l'atmosphère gèle et tombe à la surface dans une tempête de glace aux proportions colossales. Pluton est probablement beaucoup plus petite que tu ne l'imagines. Si tu la mets sur une carte de la Terre, elle ne s'étendrait que sur la moitié du territoire américain. Pourtant, cette petite planète possède 5 lunes qui tournent autour d'elle. Et la vie sur Pluton serait une année sans fin pour nous, les humains. Imagine, pas d'anniversaire pendant toute ta vie. Depuis sa découverte en 1930, nous ne l'avons toujours pas vu faire un tour complet autour du Soleil. Une année sur Pluton correspond à 248 années terrestres, et nous le verrons enfin le 23 mars 2178. Note-le dans ton calendrier. Depuis que Pluton a été exclu du club des planètes officielles, Neptune est devenue la dernière de la file. Il s'agit en fait d'une grosse boule de glace et de gaz. Comme pour les autres géantes gazeuses, si tu essayais d'atterrir sur cette planète, tu ne ferais que t'enfoncer de plus en plus dans des nuages et une atmosphère apparemment sans fin. Une chose amusante à propos de la planète bleue, elle n'a peut-être pas une surface rocheuse comme celle que toi et moi connaissons, mais sa gravité à la surface est à peu près la même que celle de la Terre. On ne peut pas en dire autant de toutes les autres planètes du système solaire. En nous rapprochant du Soleil, nous passons devant la géante gazeuse suivante, Uranus. Cette planète anticonformiste fait le tour du Soleil en roulant sur le côté. Une orbite complète correspond à 84 années sur Terre. Tu auras donc peut-être la chance de fêter un seul anniversaire durant toute ta vie. Attention, tu n'auras qu'une seule fête, alors profite bien. Et maintenant, nous approchons du joyau du système solaire, Saturne. La deuxième plus grande planète après Jupiter est une autre géante gazeuse, où tu sombrerais dans une atmosphère sans fin si tu essayais d'y faire atterrir un vaisseau spatial. Saturne est la planète la moins dense de toutes, ce qui signifie que si tu la mettais dans un verre d'eau géant, elle flotterait. Ces fameux anneaux sont constitués de poussière de glace et de roches. Certains sont aussi petits qu'un grain de sable, d'autres plus gros que des maisons.
Mais écoute ça, les anneaux de Saturne tombent sous forme de pluie sur la planète, assez pour remplir une piscine olympique en une demi-heure. À ce rythme, le célèbre système d'anneaux bleus disparaîtra complètement dans 300 millions d'années. Au fait, Neptune, Uranus et Jupiter ont aussi des anneaux, mais ils ne sont pas aussi visibles et brillants que ceux de Saturne. Imagine que tu rassembles toutes les planètes en une seule. Maintenant, multiplie-la par 2. Non, toujours pas aussi grande que Jupiter. Les scientifiques l'appellent une étoile ratée, car elle est principalement composée d'hélium et d'hydrogène, tout comme notre Soleil. Mais cette planète géante n'est toujours pas assez grosse pour déclencher les processus chimiques qui pourraient la transformer en étoile. C'est la planète qui tourne le plus vite et il ne lui faut que 10 heures pour effectuer une rotation complète sur son axe. Imagine que tu essaies de condenser le sommeil, le travail, les amis, les loisirs, le cinéma, le shopping, toute ta routine en moins d'une demi-journée sur Terre. De magnifiques hautes montagnes, les plus hautes de tout le système solaire. Les tempêtes de poussière les plus spectaculaires jamais vues. Des vallées profondes, des cratères. Oui, je parle de Mars, notre maison potentielle dans le futur. Si tu aimes les couchers de soleil, tu apprécieras certainement ceux de Mars. Ils sont incroyablement bleus alors que le ciel est rouge rosé toute la journée. Même si Mars est une voisine très proche, depuis sa surface, le Soleil paraîtrait moitié moins grand que depuis la Terre. Donc en fait, elle n'est pas aussi proche qu'il n'y paraît. Oh, et si tu as toujours rêvé de devenir joueur de basket, sache que Mars est l'endroit idéal pour ça. La gravité de la planète rouge ne représente que 37% de celle de la Terre. Tu sauterais donc 3 fois plus haut là-bas. Vénus est la planète de tous les extrêmes. La surface la plus chaude, le plus grand nombre de volcans, la planète la plus brillante et enfin, la plus proche de la Terre. C'est aussi celle qui tourne le plus lentement. On peut même carrément dire qu'elle tourne à peine, ce qui fait qu'une journée sur Vénus dure 243 jours terrestres. Voilà qui te laisserait le temps de faire des tonnes de choses. Vénus tourne également dans le sens inverse de la Terre, ce qui fait que les levées de soleil sont à l'ouest et les couchers à l'est. Elle n'a pas de lune ni d'anneau, et en plus, il s'agit de la plus petite planète de tout le système solaire. Une année n'y dure que 88 jours, donc si tu y vivais, tu aurais beaucoup plus d'anniversaires. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais ce n'est pas la plus chaude. Cette place revient à Vénus. Les températures sur Mercure ne sont pas aussi élevées que sur Vénus, parce que la planète n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur du Soleil. La vraie particularité de Mercure, ce sont ses rides. Son noyau de fer s'est refroidi et a rétréci, entraînant la contraction de la surface et la formation de ses rides. Ça, et aussi le fait qu'elle est super proche du Soleil, mais qu'elle n'a pas besoin de protecteur solaire. Et je ne suis pas sûr de cette dernière info. Le télescope spatial James Webb, ou JWST, est un peu le paparazzo intergalactique ultime. Il saisit des clichés de certaines des vedettes les plus célèbres de l'univers. Étoiles, galaxies, exoplanètes. Quoi que l'on désire, le télescope spatial James Webb le prend en photo. Alors, si tu es un fan des célébrités cosmiques, jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus belles photos d'étoiles. La nébuleuse de la Carène. L'image de la nébuleuse portant le nom charmant de Carina a été publiée le 12 juillet. Le télescope a capturé une magnifique vue de cette nébuleuse, située à environ 7500 années-lumière de la Terre. Surnommée les falaises cosmiques, il s'agit en fait d'un foyer de jeunes étoiles, dont certaines sont plusieurs fois plus grandes que notre Soleil. La nébuleuse de la Carène est un véritable spectacle céleste situé dans la constellation australe de la Carène. Elle est proprement énorme, avec environ 260 années-lumière de diamètre. Les étoiles massives de cette nébuleuse sont si brillantes et si chaudes qu'elles créent un nuage incandescent de gaz et de poussière autour d'elle. La nébuleuse de la Carène contient également des nuages tourbillonnants de gaz et de poussière où naissent de nouvelles étoiles. Le gaz s'effondre sous son propre poids, devient plus chaud et plus dense, et tout cela conduit finalement à la création de nouvelles étoiles. Cependant, la nébuleuse de la Carène n'est pas seulement un paisible lieu de formation d'étoiles. Elle est le théâtre de certains des événements les plus destructeurs de l'univers, capable de créer de prodigieuses ondes de choc qui anéantissent tout sur leur passage. C'est un majestueux chaos. Le quintet de Stéphane. Cette photo a également été publiée le 12 juillet. Le quintet de Stéphane est un groupe observable de 5 galaxies, situées à une immense distance de notre planète, soit environ 290 millions d'années-lumière
dans la constellation de Pégase. C'est comme une réunion de familles cosmiques. Toutes ces galaxies sont liées les unes aux autres et interagissent les unes avec les autres d'une manière très intéressante. Elles s'étendent et s'attirent les unes les autres au moyen de leur gravité, échangeant constamment du gaz et de la poussière. Cette interaction entraîne la collision et la fusion de certaines galaxies, ce qui peut engendrer toutes sortes d'effets intéressants, comme des sursauts de formation stellaire et des supernovae. Grâce à James Webb, nous avons pu observer des ondes de choc, des queues de marée et d'autres détails étonnants de ces galaxies. Leurs interactions créent un spectacle époustouflant que l'on peut voir clairement sur cette photo. Jupiter. Et voici notre bonne vieille copine géante. Cette image a été publiée par la NASA le 22 août. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est connue pour ses nombreuses lunes et ses magnifiques nuages tourbillonnants. Mais elle possède également un système d'anneaux, tout comme Saturne, qui sont constitués de minuscules particules de poussière en orbite autour de la planète. Ces anneaux sont beaucoup plus petits et moins visibles que ceux de Saturne, mais ils sont tout de même très intéressants. Jupiter possède également des aurores, qui sont des spectacles lumineux colorés se produisant dans l'atmosphère de la planète. Elles sont causées par les particules chargées du vent solaire qui interagissent avec le champ magnétique de Jupiter. Comme sur Terre, elles sont visibles près des pôles de la planète. Mais ces aurores sont beaucoup plus lumineuses et intenses que les nôtres. On peut même observer ce spectacle lumineux depuis l'espace. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure de capturer ce spectacle éblouissant. La photo du télescope spatial montre les aurores de Jupiter, ses anneaux et même deux de ses lunes, Amalthée et Adrastée. Il est étonnant de voir à quel point elles sont nettes et lumineuses sur cette photo. La galaxie de la roue de chariot. La NASA a publié cette image le 2 août. Cette photo nous montre la galaxie de la roue de chariot et ses proches voisines. Cette galaxie doit évidemment son nom à sa forme circulaire et elle ressemble un peu à une roue de bicyclette, n'est-ce pas? Il s'agit d'une masse géante et tourbillonnante d'étoiles, de gaz et de poussière, située dans les profondeurs de l'espace. Elle a la forme d'une roue à fuseau, avec de longs bras en spirale. Ces bras sont maintenus en l'état par la gravité de la région centrale, qui abrite un trou noir supermassif. Mais la galaxie de la roue de chariot est un peu différente des galaxies spirales qui lui sont apparentées. Elle s'est formée lorsqu'une galaxie plus petite est entrée en collision avec une galaxie plus grande, créant une onde de choc qui s'est propagée dans le gaz et la poussière environnante. Nous devrons certainement visiter cette galaxie un jour et cela promet sans doute d'être un voyage endiablé. La galaxie spirale M74. Et voici une autre galaxie spirale. La NASA a publié cette image le 22 juillet. Le télescope James Webb a dû traverser d'épaisses couches de poussière et de gaz pour distinguer ce magnifique amas d'étoiles. M74 appartient à une classe spéciale de galaxies spirales connue sous le nom de galaxies de grand style. Cela signifie que ces bras spiraux sont visibles et clairement dessinés. Il se passe toutes sortes de choses étonnantes à l'intérieur des galaxies spirales. Des supernovas, des étoiles naissant dans des nuages de gaz et de poussière, et bien d'autres merveilles cosmiques. Le gaz et la poussière incandescents, les étoiles brillantes et les motifs tourbillonnants des bras spiraux en font l'un des objets les plus frappants de l'univers. C'est ce que l'on peut clairement voir dans l'exemple de M74, la nébuleuse de la Tarentule. Cette image de la nébuleuse au nom effrayant de Tarentule a été publiée le 6 septembre. La photographie couvre pas moins de 340 années-lumière. C'est une distance colossale. Grâce à cette image, les astronomes ont découvert de nouvelles jeunes étoiles qui étaient auparavant masquées par la poussière. La nébuleuse de la Tarentule est située à 160 000 années-lumière de nous, dans le grand nuage de Magellan. C'est la plus grande et la plus brillante région de formation d'étoiles du groupe local, les galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Elle doit son nom à sa forme, qui ressemble un peu aux pattes d'une grosse araignée. Il s'agit d'une vaste région de l'espace, d'environ 1000 années-lumière de diamètre, qui abrite certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers. L'une des raisons pour lesquelles la nébuleuse de la Tarentule intéresse les scientifiques est sa composition. Celle-ci est proche de celle des régions d'étoiles, dites du midi cosmique. Ce que l'on appelle l'état de notre univers lorsqu'il n'était âgé que de quelques milliards d'années. À cette époque, la formation d'étoiles était à son apogée. Grâce au télescope James Webb,
nous pouvons mieux étudier cette galaxie et découvrir ce qu'était notre univers au sommet de sa gloire. Les anneaux de Neptune. Cette photo a été publiée le 21 septembre 2022. Sur cette photo, on peut même voir 6 petites lunes à côté de la planète, avec Triton qui brille de 1000 feux en haut à gauche. Tu ne pensais quand même pas qu'il s'agissait du Soleil, n'est-ce pas? Eh oui, Neptune a aussi des anneaux. C'est un peu l'accessoire cosmique ultime. Ils ajoutent une touche de glamour et de style à la planète. Mais à la différence des bagues de joaillerie, ces anneaux sont faits de petites particules de poussière, plutôt que de diamants et d'or. 5 anneaux ont été baptisés autour de Neptune. Les anneaux de Gale, le Verrier, Lassell, Arago et Adams. Les chercheurs pensent qu'ils sont relativement jeunes, bien plus jeunes que notre système solaire et bien plus récents que les anneaux d'Uranus, par exemple. Ils ont probablement été créés lorsque l'une des lunes intérieures de Neptune s'est approchée trop près de la planète et a été déchirée par sa gravité. Nous n'avions pas été en mesure d'observer les anneaux de Neptune aussi nettement depuis le passage de Voyager 2 en 1989. C'est donc une excellente occasion d'observer ces anneaux de plus près. Les piliers de la création. Cette photo a été publiée le 19 octobre. Les piliers de la création sont devenus célèbres grâce au télescope Hubble. Mais cette photo est encore plus impressionnante et beaucoup plus détaillée. Ces colonnes, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, mesurent environ 5 années-lumière de haut, ce qui est vraiment, vraiment grand. Et elles ressemblent à de majestueuses formations rocheuses, en beaucoup plus transparent. À l'instar d'un plateau de tournage hollywoodien, il déborde d'actions et d'effets spéciaux. 16 colonnes abritent certains des processus les plus spectaculaires de l'univers. Le gaz et la poussière s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité, formant des amas qui finiront par devenir des étoiles. La région regorge de radiations intenses, de jets de particules à haute énergie et de supernovae. C'est comme une version cosmique de Survivor. Et comme si ce n'était pas assez effrayant en soi, voici une autre photo publiée par la NASA le 19 octobre. Elle a été partagée juste avant Halloween. Ici, les piliers ressemblent à une main sinistre qui s'étire pour attraper quelque chose. Brrr. Quoi qu'il en soit, toutes ces photos nous offrent un spectacle vraiment impressionnant. Elles nous rappellent l'incroyable complexité de l'univers et les choses étonnantes qui se produisent même dans les coins les plus sombres et les plus reculés du cosmos. Espérons que le télescope James Webb continuera de nous émerveiller à l'avenir. À 25 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, se trouve une jeune étoile, Vega. Brillante et célèbre, cette étoile a 2 fois la masse de notre Soleil. Vega est si brillante que tu peux la voir même à l'aube, lorsque toutes les autres étoiles disparaissent du ciel. Mais malgré la renommée de cette étoile, les astronomes n'ont jamais vu une seule planète en orbite autour de Vega. Et ce, jusqu'à un passé récent. Les chercheurs observaient l'étoile depuis une dizaine d'années quand ils ont repéré un curieux signal. C'est peut-être la première planète du système stellaire de Vega dont nous aurions connaissance. Si elle existait, ce serait un endroit merveilleux. La planète orbiterait probablement si près de son étoile hôte qu'une journée y durerait environ 2,5 jours terrestres. Ce monde aurait la taille de Neptune, or cette géante de glace est 4 fois plus grande que la Terre. Il pourrait même être aussi grand que Jupiter. Mais la caractéristique la plus impressionnante de cette planète potentielle serait sa température, qui pourrait s'avérer être la 2e plus chaude connue des scientifiques. À sa surface, il pourrait faire jusqu'à 3000 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température à la surface de la planète la plus chaude du système solaire, Vénus, ne dépasse pas 480 degrés Celsius. Le seul endroit plus chaud que le compagnon potentiel de Vega serait Kelt 9b. Les températures de cette exoplanète ne descendent pas en dessous de 4300 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, cette planète serait plus proche de Vega que Mercure ne l'est du Soleil. Cela pourrait faire gonfler la planète géante comme un ballon. Et alors, même les métaux fondraient dans son atmosphère brûlante. Malheureusement, l'existence de cette planète grésillante n'a pas encore été confirmée. Les astronomes pensent que le moyen le plus simple de prouver qu'elle existe serait d'essayer de repérer la lumière émise par cette planète inhabituelle. Et puisque nous parlons de planètes, y en a-t-il dans l'univers qui ressemble de près ou de loin à la Terre? Les astronomes ont découvert et confirmé l'existence de plus de 4000 exoplanètes. Mais ce n'est un secret pour personne que des milliers d'autres candidats attendent encore leur tour d'être détectés.
Bien sûr, toutes ces planètes ne ressemblent pas à notre Terre, mais certaines s'en approchent. Par exemple, Gliese 667 CC. Ce monde se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Les scientifiques ne sont pas sûrs que la planète soit rocheuse, mais ils savent qu'elle est plus de 4 fois plus massive que notre planète. L'étoile de Gliese 667 CC est une naine rouge. C'est pourquoi elle est beaucoup plus froide que notre Soleil. Il est donc probable que l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Mais cette idée n'a pas encore été confirmée. La planète, semblable à la Terre, pourrait se déplacer trop près de l'étoile. Elle risque alors d'être régulièrement cuite par sa chaleur. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que la précédente. Si tu voulais atteindre cette planète, il te faudrait parcourir 600 années-lumière. Ce monde, qui est plus de 2 fois plus grand que la Terre, se trouve dans la zone habitable de son étoile haute. Mais on ne sait pas si la planète est liquide, gazeuse ou rocheuse. Kepler 69c est presque 70% plus grande que notre planète. Elle est aussi très éloignée, 2700 années-lumière. Il te faudrait 54 millions d'années pour parcourir une telle distance dans un vaisseau spatial actuel. Les chercheurs ne savent pas exactement de quoi est composé Kepler 69c, mais ils pensent qu'elle se trouve probablement dans la zone habitable de son étoile. La position de la planète dans son système solaire est semblable à celle de Vénus dans le nôtre. Mais comme l'étoile haute n'est que 80% aussi brillante que le Soleil, la planète ne devrait pas être aussi affectée par sa chaleur. Kepler 452b est la planète la plus semblable à la Terre que les astronomes aient découverte jusqu'à présent. Elle se trouve à 1400 années-lumière de notre planète. Son étoile haute est très similaire à notre Soleil. Et la planète qui se trouve dans sa zone habitable fait 1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent aussi que Kepler 452b est probablement une planète rocheuse. Est-ce que l'une de ces planètes ou d'autres sont propices à la vie? On a recensé jusqu'à présent 24 planètes potentiellement super habitables. Et l'une d'entre elles répond non pas à un, mais à 2 critères que les astronomes ont définis pour de tels mondes. COI 5715.01 est âgée de 5,5 milliards d'années et fait environ 2 fois la taille de la Terre. Elle orbite autour d'une naine orange à un peu moins de 3000 années-lumière de notre planète. La température de sa surface pourrait être plus froide que celle de la Terre, de 2 degrés Celsius. Mais comme l'atmosphère de la planète pourrait contenir plus de gaz qui retiennent la chaleur, elle est probablement super habitable. Une autre planète potentiellement super habitable est COI 5554.01. Elle est un peu plus âgée que notre planète, 6,5 milliards d'années contre nos 4,5 milliards. La taille de l'exoplanète est probablement la même que celle de la Terre, et elle est en orbite autour de son étoile haute, une naine jaune. La température moyenne à sa surface est de 27 degrés Celsius. Quelles planètes sont visibles depuis la Terre? Mercure est la plus proche du Soleil dans notre système solaire, mais comme elle est si proche de l'étoile, tu ne peux la voir que juste avant et juste après le lever du Soleil, au petit matin et au crépuscule. De près, elle ressemble un peu à notre bonne vieille Lune. La planète n'a pas d'atmosphère et les températures à sa surface sont extrêmes, 427 degrés Celsius le jour et moins 179 degrés Celsius la nuit. Vénus est le deuxième objet céleste le plus brillant après la Lune. C'est l'une de nos plus proches voisines. C'est aussi celle qui ressemble le plus à la Terre en termes de gravité, de taille, de masse et de densité moyenne. Malheureusement, tu ne pourras pas voir la surface de Vénus depuis la Terre. Une épaisse couche de nuages cache la planète. Jupiter peut être le 3e ou le 4e objet le plus brillant du ciel. Cela dépend de Mars, qui brille parfois plus fort que la géante gazeuse. Tu peux particulièrement bien voir Jupiter en été. La caractéristique la plus marquante de la géante gazeuse est sa grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète depuis des siècles. Même si la plus grande planète du système solaire ressemble à une sphère solide, tu ne pourrais pas atterrir à sa surface. Jupiter est principalement composé de gaz, surtout de l'hélium et de l'hydrogène. Saturne est la 2e plus grande planète du système solaire. C'est la dernière des 5 planètes que tu peux voir depuis la Terre à l'œil nu. Saturne est incroyablement loin de la Terre, mais ses anneaux uniques t'aident à reconnaître instantanément cette colossale planète. On peut toutefois déplorer que l'élément caractéristique de Saturne ne soit visible qu'à travers un télescope. À propos, plus de 700 terres tiendraient dans Saturne. En même temps, la densité de la géante gazeuse ne représente qu'un 1/8 de celle de la Terre. C'est pourquoi la masse de Saturne est à peine 95 fois supérieure à celle de notre planète.
quelles planètes du système solaire sont les plus proches les unes des autres? Les astronomes pensent que Mercure est la plus proche de toutes les autres planètes du système solaire. Ce qui est surprenant quand on sait que Vénus tourne autour du Soleil entre Mercure et la Terre. N'est-elle pas censée être plus proche de notre planète? Vénus est en effet assez proche de la Terre, mais seulement pendant une très courte période de son orbite. Le reste du temps, Vénus est beaucoup plus éloignée. A l'inverse, l'orbite de Mercure ne permet pas à la planète de s'éloigner trop du Soleil. Et elle est donc plus proche de la Terre plus de 50% du temps. Le même principe s'applique aussi avec les autres planètes. Même la géante gazeuse Neptune est plus éloignée d'Uranus que de Mercure. La plupart du temps, les deux plus grosses planètes se trouvent sur les côtés opposés du système solaire. Leurs orbites les amènent parfois proches l'une de l'autre, mais cela arrive très rarement. Et que dire des planètes en dehors du système solaire? Les astronomes ont récemment découvert deux mondes qui voyagent autour de la même étoile. Leurs orbites sont souvent si proches l'une de l'autre que chaque planète ressemble à une énorme pleine lune depuis la surface de l'autre. Cela se produit tous les 97 jours terrestres. Ces planètes se trouvent à environ 1200 années-lumière de la Terre. Leur composition et leur taille sont différentes, mais la distance qui les sépare n'est que de 2 millions de kilomètres. C'est 5 fois la distance entre la Terre et la Lune, et c'est plus proche que toutes les distances connues des astronomes entre deux planètes. L'un de ces deux mondes nouvellement découverts est plus de 4 fois plus massif que notre Terre. Il est probable qu'il soit rocheux. L'autre est une planète gazeuse de la taille de Neptune et presque 8 fois plus massive que notre planète. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à expliquer comment des corps spatiaux aussi radicalement différents se sont retrouvés sur des orbites aussi similaires. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon,
tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projetée dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis. Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre.
Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère, mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où ils pourraient être protégés par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise. Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile.
Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais, moi non plus, je ne suis pas emballé.